Cette partie se focalise sur le régime périodique. Un régime variable, la valeur instantanée, qui est la valeur à un instant t, d'une grandeur considérée, évolue au cours du temps. Par la suite, toute grandeur instantanée sera notée en minuscules. Une tension variable peut être observée à l'aide d'un oscilloscope. Elle est représentée alors sur un oscillogramme. Ici, nous avons un exemple d'oscillogramme où nous avons présenté une tension sinusale et une tension triangulaire. Différentes grandeurs caractéristiques permettent de décrire ces signaux. Nous allons les introduire dans la suite. La première, c'est la période. Un signal périodique, x de t, est représenté par une succession de motifs identiques de durée grand T. Cette durée est la période. Elle s'exprime en secondes. Mathématiquement, nous avons x de t qui doit être égal à x de t plus grand T. La deuxième caractéristique, c'est la fréquence. La fréquence d'un signal périodique est le nombre de périodes par seconde. Elle est notée f et s'exprime en Hz ou bien en seconde moins 1. Elle est définie comme l'inverse de la période. En guise d'exemple, nous avons un signal créneau. Ce signal créneau présente une période grand T égale à 2 millisecondes. Par conséquent, la fréquence de ce signal, qui est l'inverse de la période, est égale à 1 sur 2 10-3, et donc c'est égal à 500 Hz. En guise de remarque, nous pouvons donner les caractéristiques en termes de fréquence du réseau EDF. Ce dernier est de 50 Hz, ce qui correspond à une période de 20 millisecondes. La troisième grandeur caractéristique que nous allons introduire est la valeur moyenne. La valeur moyenne d'un signal périodique, noté comme ceci, est définie par l'inverse de la période multiplié par l'intégrale entre 0 et la période du signal. La valeur moyenne d'une grandeur continue, x0, est égale à cette valeur continue. Maintenant, prenons ce signal créneau et essayons de calculer sa valeur moyenne. Pour cela, nous allons décomposer en fait ce signal créneau sur une période en deux sous-parties. Entre 0 et 1, nous avons le signal qui est nul, et entre 1 et 2, le signal vaut 2 volts. Par conséquent, la valeur moyenne sera donnée par cette expression. Le 1,5 devant correspond à l'inverse de la période. Si on poursuit le calcul, nous remarquons que la valeur moyenne est égale à 1 volt. La quatrième grandeur caractéristique est la valeur efficace. La valeur efficace d'un signal périodique est donnée comme étant la racine carrée de la valeur moyenne du signal élevé au carré. Afin d'introduire la signification physique de cette valeur efficace, nous allons considérer en fait le circuit ci-dessous, composé d'une résistance branchée sur une alimentation. La puissance instantanée reçue par la résistance R est notée P. Elle est égale bien sûr à la tension bande de R, U carré, divisé par R. Calculons la puissance moyenne. La puissance moyenne, ce sera la moyenne de cette expression, et donc ce sera la moyenne de la tension élevée au carré divisé par R. Nous remarquons donc que la tension efficace au carré apparaît dans cette expression de puissance. La valeur efficace est donc directement liée à la puissance moyenne d'un signal. Que mesurent les appareils? Dans un premier temps, comment mesurer la valeur moyenne d'un signal? La tension ou l'intensité moyenne d'un signal périodique va être obtenue grâce soit à un voltmètre, soit à un ampèremètre utilisé en position continue. On la note DC. Pour la valeur efficace d'un signal, la tension ou l'intensité efficace d'un signal alternatif de valeur moyenne nulle est obtenue grâce à un voltmètre ou un ampèremètre utilisé en position AC ou AC plus DC. Cependant, si la valeur moyenne n'est pas nulle, nous devons utiliser automatiquement le mode AC plus DC.
Si ce mode n'est pas disponible sur l'appareil, nous devons faire le calcul suivant. La valeur efficace sera égale à la racine carrée de la tension au carré mesurée en mode AC plus la tension au carré mesurée en mode AC. Il est dans ce cas nécessaire de faire 2 mesures de tension. Nous allons introduire maintenant un exemple particulier qui est le cas des signaux de forme sinusoïdale. Le régime sinusoïdal est fréquemment rencontré. Par exemple, les alternateurs délivrent une tension sinusoïdale. De plus, d'après la théorie de Fourier, tout signal périodique peut être mis sous la forme d'une somme de signaux de forme sinusoïdale de fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Donc ici, nous avons un signal périodique et nous remarquons que ce signal périodique peut être écrit sous une forme qui fait apparaître des signaux de forme sinusoïdale. Ceci est un exemple où, à partir de signaux de forme sinusoïdale, nous pouvons reproduire en les sommant un signal créneau. Une tension sinusoïdale, U de t, d'amplitude grand U, et de fréquence f, de phase à l'origine phi, va être donnée par cette expression ci-dessus. U de t sera égal à l'amplitude fois le sinus de oméga t plus phi. Sachant que oméga, c'est la pulsation du signal, elle est définie par oméga est égal à 2pi fois la fréquence. Elle est exprimée en Hz. Le déphasage à l'origine, phi, représente le retard temporel Δt du signal. On le calcule de la manière suivante, phi c'est égal à 2pi sur la période fois ce retard temporel. Il est exprimé en radians et il est négatif si le signal est en retard. S'il est positif, le signal est en avance par rapport à l'origine. L'amplitude est définie par la valeur maximale du signal. En guise d'exemple, ici, l'amplitude de ce signal est de 2 volts, la période de ce signal est de 2 secondes, sa fréquence est donc de 0,5 Hz, le retard à l'origine est de moins 0,2 secondes, et par conséquent, le déphasage est de moins 0,6 radians. La valeur d'un signal sinusoïdal est nulle. Ceci peut se démontrer à partir de l'expression de la valeur moyenne. La valeur moyenne est égale à 1 sur t intégrale entre 0 et t de notre signal. Ici, c'est un signal sinusoïdal. Et par conséquent, nous pouvons montrer que sur une période, notre signal sinusoïdal présente une valeur moyenne nulle. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal vaut l'amplitude sur racine de 2. Ceci peut être également démontré à partir de l'expression de la valeur efficace en remplaçant le signal par un signal sinusoïdal, en linéarisant le sinus carré à l'aide des relations d'Euler et en intégrant l'expression ici. On obtient donc cette expression qui est relativement connue. En régime sinusoïdal, les lois des mailles et les lois des nœuds, étudiées précédemment, en régime continu, peuvent être généralisées et appliquées aux grandeurs instantanées. Ici, nous avons un exemple où nous avons un nœud et nous avons 2 résistances en parallèle. La tension U est bien sûr la somme de la tension U1 et U2 qui sont données ici. Le courant I est la somme du courant I1 et du courant I2 d'après le nœud. Ces courants sont donnés ici. Le but étant maintenant d'obtenir l'expression de U et de I. On remarque d'après les chronogrammes que si les tensions U1 et U2 ont même fréquence, nous allons obtenir comme résultante un signal U
qui va également avoir la même fréquence. Nous avons donc une conservation de la fréquence. Ce signal U est bien sûr un signal sinusoïdal. Le but va donc être de déterminer l'amplitude et la phase de ce signal. Le problème, c'est que les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas, les amplitudes ne s'ajoutent pas, les déphasages ne s'ajoutent pas. Le seul élément que l'on a pour l'instant, c'est que si nous sommons deux signaux sinusoïdales de même fréquence, ils forment un signal sinusoïdal de fréquence f également. Comment sommer les signaux de forme sinusoïdale? Simplement grâce au nombre complexe. On peut remarquer que toute fonction sinusoïdale peut être associée à un nombre complexe. En effet, admettons que l'on ait un nombre complexe, ce nombre complexe peut s'écrire sous la forme d'un cosinus plus j fois un sinus. Or, si on prend la partie imaginaire de ce nombre complexe, nous obtenons directement notre signal. Donc finalement, notre signal correspond à la partie imaginaire d'un nombre complexe. Ce nombre complexe peut être mis sous une forme trigonométrique, cartésienne, ou même une forme exponentielle. Pour passer de la forme cartésienne à la forme trigonométrique, il suffit tout simplement de calculer le module et l'argument de ce nombre complexe. Ceci peut être fait assez facilement puisque le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, et l'argument, tout simplement, égal à l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle si la partie réelle est positive. Si la partie réelle est négative, nous devons en plus rajouter pi. Alors, une fois que l'on a dit ça, on peut s'attaquer au problème de la sommation de deux signaux de forme sinusoïdale de même fréquence. C'est le cas que l'on obtient en fait lorsqu'on applique la loi des nœuds ou la loi des mailles. Pour cela, donc, on va placer sur des nombres complexes. Ici, nous avons un exemple. Nous avons un signal U1 qui est un signal sinusoïdal, un signal 2 qui est un signal sinusoïdal. On souhaite déterminer la tension U. On sait que U est égal à U1 plus U2. La méthode, c'est de mettre U1 et U2 sous forme complexe. Et l'astuce, c'est de ne pas considérer les oméga t dans un premier temps. Par conséquent, nous allons avoir U1, la forme complexe de U1, qui sera égale à 2 racine de 2 fois cosinus de pi sur 4 plus j fois 2 racine de 2 sinus pi sur 4. Cela nous donne 2 plus 2j. Nous faisons la même chose avec l'expression de U2 et sa forme complexe. Sa forme complexe sera égale à racine de 2 fois le cosinus de moins pi sur 3 plus j racine de 2 fois le sinus de moins pi sur 3. Ceci nous permet d'obtenir l'expression de la forme complexe de U. On additionne ensuite les formes complexes. Ceci nous permet d'obtenir la forme complexe de U. Il faut ensuite passer sous forme trigonométrique. Pour cela, nous allons calculer le module, qui est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de U, complexe, et l'argument, qui est tout simplement l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, sachant que la partie réelle est positive. Ceci nous permet de déterminer le module associé à U et l'argument associé à U. Ensuite, nous repassons sous forme réelle en prenant le module sinus oméga t plus l'argument. Ainsi, nous pouvons sommer des signaux de forme sinusoïdale qui possèdent la même fréquence, et ceci nous permet d'utiliser la loi des nœuds
et la loi d'Emaille, un régime sinusoïdal. Donc la prochaine partie va être plutôt axée sur les, les impédances et donc sur les dipôles linéaires, un régime sinusoïdal.